bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Merci de m'inviter à présenter un travail que l'on a mené ces dernières années suite à un financement de l'IRSST. Donc, je vais vous parler de la cinématique et de la modélisation musculo-squelettique de l'épaule appliquée à la manutention. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis professeur agrégé en kinésiologie puis en génie biomédical et j'ai une équipe pluridisciplinaire avec des kinésiologues, des ingénieurs, des médecins, des physiothérapeutes. Puis on s'intéresse à des problématiques surtout de l'épaule, donc autant sur la prévention, l'entraînement, la réathlétisation, le développement d'équipements et puis la modélisation. Donc notre sujet favori est vraiment l'épaule par sa complexité puis tous les problèmes que l'on va avoir sur cette articulation qui est très instable. Donc pour faire relativement simple, les blessures qu'on va avoir à l'épaule proviennent de sa géométrie et puis également sa structure musculo-squelettique. Donc vous voyez, on a en fait un espace entre la tête humérale et l'acromion qu'on appelle l'espace sous-acromial où vous avez un muscle qui s'appelle le supraépineux ou sous-épineux qui passe. Et quand le bras va se lever, il peut y avoir en fait coincement de ce muscle-là. Donc en image, c'est des données qu'on avait expérimentales où on avait vissé des tiges dans les os. Vous allez voir en fait comment la tête humérale qui est représentée en bas se rapproche de l'acromion, donc l'espace. Donc comment cet espace-là va être réduit et donc on va voir avec cette carte de couleur les distances qu'il y a entre la tête humérale et le dessous de l'acromion. Donc dès qu'on va lever le bras, on va se retrouver avec des distances très faibles en fait entre la tête humérale et l'acromion et vu qu'on a le muscle supraépineux qui va passer dans cet espace-là, il va être compressé. Puis on pense que le mécanisme le plus probable en fait de toutes les blessures à l'épaule sont cette compression répétée que l'on va rencontrer chez des sportifs mais également chez des travailleurs. Donc notre membre supérieur est très mobile, on a énormément de redondance musculaire et articulaire, donc on a plus de muscles et plus de degrés de liberté qu'il nous en faudrait, ce qui nous donne une très très bonne interaction, un potentiel d'interaction avec l'environnement. Le problème c'est que on va souvent on va trouver une grosse proportion en fait de déchirure du supraépineux puis d'autres muscles de la coiffe des rotateurs, donc muscles qui vont entourer la tête humérale et puis fonctionner comme une coiffe autour de l'humérus. Et donc on peut considérer qu'à peu près 20% de la population va avoir à un moment de sa vie des problèmes d'épaule et puis plus on va dans des âges avancés, plus la probabilité d'avoir une déchirure de la coiffe des rotateurs est importante, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. On compte à peu près 300 000 réparations de coiffe par an aux États-Unis, donc on peut imaginer à peu près 30 000 au Canada, ce qui fait quand même de nombreuses opérations, et le temps de chirurgie, d'attente avant une chirurgie de 1 à 2 ans. Donc pendant cet espace-là, on peut avoir en fait une blessure qui va s'aggraver. Donc nos motivations de recherche sont vraiment de prévenir les blessures à l'épaule, donc de mieux comprendre tous ces mécanismes tant au niveau d'athlètes que de travailleurs, également d'accélérer la réadaptation de l'épaule après des chirurgies ou après des traitements conservateurs. Et pour ce faire, on voudrait s'orienter vers tout ce qui est amélioration de techniques gestuelles avec des techniques d'optimisation dynamique. Et également, un autre axe dont j'ai déjà parlé, c'est développer des nouveaux modèles. Mais développer des nouveaux modèles pour répondre aux questions que l'on a ci-dessus. Donc, ce n'est pas simplement des aspects fondamentaux, mais toujours garder en tête l'application qui va suivre. Donc le laboratoire que je dirige va à la fois mener des études fondamentales, comme on l'a vu avec donc des tiges vissées dans les os, mais également des études plus appliquées, comme récemment on a développé une orthèse post-opératoire pour accélérer la réadaptation des patients qui ont une chirurgie de la coiffe des rotateurs. Donc quand on a commencé à s'intéresser à ces problématiques-là, forcément, en faisant notre revue de littérature, on s'est rendu compte que l'absentéisme à cause de problèmes d'épaule est très important dans le travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a été amené à avoir des discussions avec André Plamondon et puis voir qu'est-ce qu'on est capable de faire et est-ce que les outils qui étaient disponibles à ce moment-là sont suffisants pour essayer de répondre à ces problématiques de santé et sécurité au travail. Donc ce qu'on a trouvé de façon très synthétique, c'est que 10% des travailleurs vont avoir des problèmes d'épaule et puis que l'épaule va être la deuxième cause d'arrêt de travail. Et ce qui caractérise aussi l'épaule, c'est vraiment des coûts très très importants pour la société quand une personne a des problèmes d'épaule parce qu'il ne peut plus travailler, il va être arrêté, il va attendre longtemps pour avoir son opération et puis la réadaptation va être très longue.
Donc les problèmes de coiffe de rotateur sont majeurs. Puis on peut dire qu'ils se situent vraiment en deuxième place au Québec après les maux de dos. Donc on part de débours moyens sans tout ce qui est coût indirect de plus de 12 000 $ et puis de 120 jours indemnisés. On a utilisé les statistiques qui étaient disponibles à l'IRSST, puis on s'est rendu compte que ces problèmes d'épaule sont aussi très associés à tous les problèmes de manutention. Donc on a essayé de faire un projet pour essayer de voir les outils qu'on avait pour essayer d'adresser cette question de troubles musculo-squelettiques à l'épaule. Les évidences, elles ne sont pas très nombreuses au niveau de l'épaule. On sait qu'au niveau des facteurs de risque, on a surtout la répétition qui est un facteur qui est important. La charge et la posture, c'est moins évident et puis les évidences sont moins fortes. On parle surtout de posture au niveau d'élévation des bras supérieure à 60 degrés. Le souci qu'on avait, très peu d'études, des études isolées avec des populations qui sont assez différentes, petite taille. Et l'autre problème que l'on avait au niveau de la littérature, c'est vraiment le manque d'informations quantitatives sur ces contraintes musculo-squelettiques. À part l'aspect épidémiologique, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue plus mécanique, biomécanique, pour essayer de connaître les contraintes qui vont affecter l'épaule et puis qui peuvent conduire à des blessures. Donc il faut être capable de mesurer l'exposition et pour l'instant, à la différence du dos, on n'a pas forcément d'indicateur de risque. Donc on voulait travailler là-dessus. Ce manque d'informations quantitatives sur les contraintes est dû à l'absence également de modèles, donc de modèles qui vont nous permettre d'estimer les contraintes. Parce que y a des choses que l'on est capable de mesurer, le mouvement des os, les forces externes, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps, on n'est pas capable de le mesurer, donc on est obligé de le modéliser puis de faire des estimations. Et pour l'instant, quand on avait joué un petit peu avec les modèles existants, on s'est rendu compte que quand on faisait un mouvement de manutention, le modèle réagissait très très mal, les muscles avaient des trajectoires qui étaient non physiologiques, on avait beaucoup de perte d'informations dès qu'on a les bras qui sont très élevés parce qu'on ne voit pas forcément très bien toute la clavicule, la scapula. Donc je vais revenir un petit peu sur ces problèmes-là. Donc l'objectif de notre projet, c'était vraiment d'améliorer les modèles existants et puis de tester leur sensibilité sur des gestes de manutention. Pour après aller vers des choses où on s'intéresse plus aux problématiques hommes-femmes. On va revenir sur cet aspect-là parce que les femmes ont plus de troubles musculo-squelettiques au niveau du membre supérieur. Et également, on retrouve la même chose entre les experts et les novices. Tout ça pour, au final, réduire les blessures à l'épaule et puis potentiellement accélérer le retour au travail. Je vais juste vous montrer une difficulté expérimentale que l'on a avec l'épaule. Donc ici, on a mis un point rouge et un marqueur sur un point anatomique de la scapula et vous allez voir quand la personne va lever le bras. Donc notre point anatomique, si on le suit avec notre point rouge qui est superposé, on voit qu'il est rendu ici. Et le marqueur que l'on a sur la peau, il est toujours au même endroit. Donc c'est cette problématique en fait que les os vont glisser sous la peau, ce qu'on appelle les artefacts de tissu mou, qui sont une grosse problématique au niveau du membre supérieur. Ce qui fait que si je ne tiens pas compte de ce problème-là, puisque ne tenez pas compte les modèles précédents, je peux avoir une sous-estimation de la contribution de la scapula, alors que la scapula est quand même actionnée par des gros muscles comme les trapèzes. Donc on a ce problème d'os qui glisse sous la peau. Tous les mouvements de manutention, ça va être des mouvements tridimensionnels et avec énormément de muscles. Donc, il y a 18 muscles qui sont accrochés à la scapula. On en parle de 27 au niveau de l'humérus. Puis, de nombreux muscles pluriarticulaires qui vont croiser la sternoclaviculaire, l'acromioclaviculaire et puis l'articulation gléno-humérale. Et quand on a cherché des modèles qui étaient un petit peu mieux, le problème des modèles que l'on a en biomécanique actuellement, c'est que la plupart sont faits pour la marche et puis le rôle de l'épaule dans la marche n'est pas très important. Donc on avait ce besoin de développer quelque chose de plus avancé. Donc pour résumer un petit peu les objectifs, on voulait donc développer un modèle cinématique et musculo-squelettique de la ceinture scapulaire et du bras pour étudier la biomécanique de l'épaule lors de la manutention. Et notre troisième objectif était de tester la sensibilité de ce modèle-là à des conditions de tâche, donc varier la hauteur de déplacement et puis de masse. Donc, qu'est-ce qu'un modèle? Très rapidement, pour ceux qui font un petit peu moins de biomécanique tous les jours, c'est qu'on va mesurer un ensemble d'informations comme la position de marqueurs, les activités dans les muscles, et puis on va en fait utiliser un modèle qui est une suite d'équations qui vont pouvoir nous donner au final comment se déplacent les os. Donc là, on parle d'un modèle cinématique. D'un modèle musculo-squelettique, c'est qu'en plus de nos marqueurs et de notre électromyographie qui mesure l'activation des muscles, on va ajouter également quels sont les efforts qui sont, les forces qui sont exercées à la main. Et la même chose, on va avoir un ensemble d'équations qui représentent le mouvement des os actionnés par des muscles. Et au final, on va être capable de pouvoir estimer les forces qui sont exercées par les muscles et au niveau des articulations.
Donc le protocole que l'on a choisi, c'était vraiment d'instrumenter avec les outils classiques de la biomécanique, marqueurs et électromyographie, puis de faire des tâches entre des tablettes de hauteurs différentes, une au niveau des hanches, une au niveau des épaules et puis l'autre au niveau des yeux, puis de faire des répétitions aux gens avec différentes charges. Donc on avait 3 masses, 6, 12, 18 de caisses, 3 hauteurs comme je l'ai dit, puis une population à peu près de 18 personnes, 8 hommes, 8 femmes, et on a mesuré le mouvement, l'activité musculaire et les forces à la main. Donc en image, on retrouve nos marqueurs, nos électrodes pour mesurer l'activité au niveau des muscles, et la personne va prendre une caisse sur une tablette, puis l'amener à la hauteur des yeux, à la hauteur des épaules, et puis la remettre en place. Et puis en mesurant en fait tous les paramètres biomécaniques, on va être capable donc de mesurer la force au niveau de la main, les activations au niveau des muscles, et combiner tout ça dans un modèle musculo-squelettique pour avoir une estimation des forces musculaires. Le premier enjeu qu'on avait, c'est si on veut à un moment donné tester des travailleurs, c'est vraiment une durée d'expérience relativement courte. On s'était fixé 90 minutes. Donc pour instrumenter la personne, faire tout un tas de tests avant le mouvement d'intérêt, puis faire suffisamment de répétitions pour avoir une idée globale de ce qui se passe au niveau de nos contraintes à l'épaule. On a pu raffiner le protocole jusqu'à obtenir quelque chose d'acceptable, donc en 80 minutes, où malgré les problèmes de clavicule qui disparaissent un petit peu lorsqu'on lève les bras très haut, être capable de quand même avoir une bonne estimation de la cinématique des os. Donc la méthode que l'on a proposée puis qui est détaillée dans le rapport, c'est une méthode qui est robuste aux occlusions. Donc même si on perd les marqueurs qui sont sur la clavicule, on est capable de bien reconstruire la cinématique. Ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de marqueurs en manutention parce que c'est des mouvements qui sont relativement complexes avec de grandes amplitudes, et également qu'il faut personnaliser les modèles cinématiques. Donc les modèles précédents qu'on avait utilisés ne donnaient pas une bonne précision. Donc il faut vraiment faire cet effort-là d'adapter le modèle à la personne et puis aux gestes que l'on utilise. L'autre aspect sur lequel on a beaucoup travaillé, c'était vraiment le modèle musculo-squelettique, parce que quand on prenait les modèles standards qui étaient disponibles dans la littérature, c'est que quand on faisait un mouvement de manutention où on lève vraiment les bras puis on a de la rotation externe ou interne selon les phases, on voyait que les muscles en fait ne suivaient pas du tout des trajectoires physiologiques parce qu'ils étaient adaptés à des gestes relativement simples de pointage. Donc il a fallu travailler sur raffiner ces modèles-là. Puis maintenant, on sait que sur une variété de gestes de manutention, notre modèle se comporte bien. Ce qui fait que on est capable de le partager avec des collègues pour continuer des recherches en manutention. Je vous montre une petite animation de comment on représente les os et puis les muscles lors de ce geste de manutention. Donc on voit que les muscles, il n'y a rien qui a l'air anormal. Et la scapula également se comporte relativement bien, elle ne s'éloigne pas du thorax, c'est une autre problématique au niveau de l'épaule. Donc la première chose que l'on a faite, qui est importante quand on veut valider des modèles, et puis là vous allez voir que c'est une validation pour l'instant qui est partielle, et puis il nous faut encore faire un petit peu de travail, c'est de comparer ce que nous donne le modèle en termes d'activation des muscles, et puis ce qu'on mesure avec l'électromyographie. Donc on a certaines phases où les deux mesures, la mesure et puis l'estimation sont relativement similaires. Par contre, on a d'autres phases où on voit que le muscle présente une activité électromyographique, mais que le modèle n'en rend pas compte. Donc, il faut vraiment faire attention dans nos interprétations des résultats que le modèle doit être encore raffiné. Puis, sur certaines phases, il faut quand même être prudent sur nos interprétations. Donc, ce qu'on pouvait mettre en évidence, c'est que l'optimisation statique, donc la technique pour estimer les forces musculaires, sous-estime les activations musculaires d'une façon générale, surtout au niveau des muscles antagonistes. Donc, il faut qu'on continue de développer des techniques mathématiques pour mieux répartir les forces dans les muscles. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on a tellement de muscles profonds au niveau de l'épaule qu'on ne sera jamais capable de mesurer la force qui est exercée par ces muscles-là. Donc, malgré tout, la simulation musculo-squelettique, c'est le seul moyen pour estimer ces forces-là, pour avoir une idée assez précise. Donc les limites, on les a vues. Donc l'important, c'est de rester critique quand on fait appel à de la modélisation. Il faut bien connaître son modèle pour connaître ses forces et ses faiblesses. Les applications, on est quand même capable d'avoir une information sur les forces internes qui vont expliquer les risques de blessure ou l'instabilité au niveau de l'épaule. On a un modèle qui est adapté à la manutention. Donc maintenant, on peut se poser des questions. Quel serait l'effet si je modifie le geste de telle ou telle manière? Au niveau des résultats, d'un point de vue cinématique, ce qu'on a vu, c'est que entre un geste où on termine le mouvement au niveau des épaules ou au niveau des yeux,
il va y avoir vraiment une différence très importante au niveau de l'élévation de la scapula. Donc, dès qu'on fait de la manutention, il va vraiment y avoir une importance de hausser les épaules pour utiliser des muscles forts qui se fatiguent très peu afin d'atteindre des positions relativement élevées. Donc, on se retrouve à la fin avec une élévation de la scapula plus importante. Pourquoi elle est importante, cette élévation de la clavicule et puis de la scapula? C'est que on a ce qu'on appelle le rite scapulo-huméral. Donc, quand on lève le bras, il va y avoir à la fois la scapula et l'humérus qui vont bouger. Pourquoi est-ce que ce rythme-là ou cette cinématique-là est importante? C'est que si j'utilisais simplement mon articulation gléno-humérale, je me retrouverais à avoir l'humérus qui est bloqué contre l'acromion, et puis là, j'aurais probablement un pincement très fort. Donc, ça va être un indice, et puis c'est déjà démontré dans la littérature que de la manière dont les personnes sollicitent la scapula en relation avec l'humérus est très important, et on voit que même ça pourrait être un indicateur avant des blessures d'un problème à l'épaule. Donc, vu que cette scapula est actionnée par le trapèze, on a regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des muscles. Donc, ce qu'on a mis en évidence, les graphiques représentent différentes conditions expérimentales et puis chaque sujet, à savoir s'il y a une augmentation du travail du muscle entre 6 et 12 kg ou 12 et 18 kg. Donc en noir, on va avoir des augmentations et puis en gris, des diminutions. Lorsqu'on a fait nos statistiques, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a surtout une augmentation du travail du deltoïde antérieur lorsque l'on augmente la charge. Mais ce qui était également intéressant, c'est que le trapèze, lui, supérieur, est vraiment beaucoup plus sollicité dès qu'on va avoir des charges qui sont élevées. Donc, on pourrait imaginer de devoir pouvoir tester en fait la force de ce trapèze supérieur pour des manutentionnaires qui travaillaient avec les bras en hauteur. Quand on va un peu plus profond au niveau des muscles, on s'intéresse à la coiffe des rotateurs. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que le scapulaire est en fait vraiment affecté par la charge, alors que les autres muscles, dont le supraépineux qui est plutôt sujet à des blessures, lui est beaucoup plus affecté par la hauteur à laquelle on va amener une charge. Donc si je vais amener une charge beaucoup plus haut, je vais avoir un travail plus important du supraépineux. Donc une fatigue plus importante et peut-être plus de TMS à l'épaule. Donc pour résumer très rapidement, on a donc montré que le modèle était sensible et puis on pouvait montrer un effet de la hauteur pour le trapèze supérieur, le supraépineux et l'infraépineux, et qu'on a un effet de la charge sur le deltoïde antérieur, le sous-scapulaire. Donc, en combinant ces informations-là, on peut se douter que plus de travail va mener à plus de fatigue, et s'il y a une dégradation de la technique avec la fatigue, ça pourrait expliquer des TMS à l'épaule. On s'est ensuite intéressé à l'électromyographie et puis principalement à l'effet l'effet du genre, parce qu'on sait que les femmes sont quand même moins fortes que les hommes, même si elles vont effectuer des tâches similaires dans le milieu de travail, et également qu'elles ont des coordinations musculaires qui sont différentes, notamment au niveau des muscles qu'on appelle synergiques, donc pas les actionneurs principaux du mouvement, mais tous les muscles qui peuvent contribuer. Les femmes ont tendance à solliciter plus ces muscles-là. Et d'une façon statistique, on sait aussi que les femmes vont avoir plus de blessures au niveau du membre supérieur que les hommes, et que dans les dernières années, ça c'était une étude française, que sur donc les 10 dernières années, autant les blessures des hommes ont baissé au niveau donc blessures de travail, autant celles des femmes ont augmenté. Donc il y a une problématique à mieux comprendre et mieux en fait encadrer leur travail. Donc c'est vraiment des résultats qui étaient en plus du projet que l'on a mené. Ce qu'on a vu par exemple, vraiment à titre d'exemple, c'est que les femmes ont tendance, pour une charge relative égale, elles vont mobiliser plus leur deltoïde. Pour les autres muscles, on avait moins d'évidence, simplement parce qu'on n'a pas assez de sujets. Donc pour aller plus vers une comparaison homme-femme, il va falloir qu'on augmente notre population pour essayer de voir vraiment quelles sont les différences au niveau coordination musculaire entre les hommes et les femmes. Donc, pour revenir à notre petit schéma initial, on a réussi pour l'instant à avoir un modèle qui fonctionne relativement bien pour la manutention. On a vu qu'il y avait des limites au niveau de la répartition des forces, qu'il faut encore faire du travail, mais au moins on a un outil pour pouvoir mieux analyser les contraintes musculo-squelettiques lors de gestes de manutention. Donc, dans le futur, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus à cette comparaison homme-femme, expert-novice, voir l'effet de la fatigue également. Donc, pour donner un petit peu plus de perspective et finir là-dessus, donc on veut augmenter notre nombre de sujets en passant à au moins 2 x 20, 2 x 25 pour pouvoir avoir des évidences plus importantes sur des comparaisons hommes-femmes. Ce qui va être important, c'est qu'un modèle musculo-squelettique nous donne énormément de données. Sauf que dans un milieu de travail, ou même pour essayer d'évaluer les risques, il va nous falloir des indicateurs, pas simplement plusieurs dizaines ou centaines de valeurs numériques, mais
trouver des indicateurs comme il existe pour le dos au niveau des forces de compression, des forces de cisaillement. On veut également, dans le futur proche, s'intéresser à la comparaison entre des experts et des novices pour voir en fait qu'est-ce qui caractérise l'expert, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux novices ou faire attention pour les mettre dans des contextes où il y aurait un petit peu moins de blessures pour qu'ils aient un apprentissage plus progressif, tout en étant efficaces pour faire leur travail. Au niveau de modélisation, ce qu'on s'est rendu compte également sur les modèles existants et puis sur un aspect qu'on a commencé à aborder, c'est que la manière de répartir les forces pourrait faire en sorte que l'épaule se disloquerait. Alors que dans la vie de tous les jours, quand on manipule quelque chose, on n'a pas l'épaule qui se disloque constamment. Donc on a commencé à faire des travaux pour voir est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute des contraintes au niveau de cette articulation qui est très instable pour s'assurer que les forces qui sont générées par les muscles font en sorte que la tête de l'humérus va rester dans la glaine. Donc on a commencé à mettre des contraintes de stabilité. Donc, pour s'assurer que la force qui est générée par l'ensemble des muscles reste dans ce qu'on appelle un polygone, pour s'assurer que la force vraiment va dans la direction de la glaine. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en évidence? C'est que si on ne mettait pas ces contraintes-là, c'est que les forces, vous voyez, ça c'est simplement la direction qu'elles auraient si on part du centre. Donc, dans un cas sans stabilité, donc le cas dans lequel la plupart des gens travaillent pour l'instant, c'est que la force va pouvoir être à l'extérieur de ce polygone de stabilité-là, que l'on représente souvent par un octogone pour des questions d'efficacité numérique. Par contre, dès qu'on va en fait contraindre la stabilité, ben forcément, si on le contraint, les forces vont être projetées dans notre glaine et puis on va avoir une bonne stabilité. Et ce qu'on a mis en évidence au niveau de qu'est-ce que ça affecte d'ajouter cette contrainte de stabilité, c'est surtout le supraépineux qui va changer en fait son activation moyenne. Donc c'est intéressant parce que cette contrainte-là est directement liée à un muscle qui est souvent blessé. Donc on veut vraiment aller dans cette direction-là pour réussir à avoir une meilleure estimation des forces internes. Donc je vous remercie pour votre attention.